Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on s'est tous déjà demandé, en allant voir un film qui a été adapté d'un livre qu'on a lu, pourquoi il y avait autant de différences entre le film et le livre, et on a tous déjà été déçus dans ce contexte-là. Perso, moi j'ai été super déçue des adaptations de Harry Potter, j'étais méga fan des livres, et j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait eu autant de modifications en fait dans les films, et pourquoi il y avait eu autant de liberté. Du coup, j'ai voulu m'intéresser d'un point de vue juridique pour essayer de comprendre en fait ce qui motive, ce qui justifie ces différences à chaque fois entre le film et le livre. Donc pour pouvoir comprendre ça, il faut savoir d'abord qu'en droit d'auteur, il y a différents types de droits. Il y a des droits patrimoniaux et des droits moraux. On va surtout s'intéresser aux droits moraux puisque parmi les droits moraux, il y a le droit au respect de l'œuvre qui peut se définir comme le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation, modification ou atteinte à l'œuvre. En vérité, le droit au respect de l'œuvre, c'est surtout le fait de pouvoir sauvegarder la substance de l'œuvre, de pouvoir sauvegarder le message que l'auteur avait voulu transmettre via cette œuvre, et de pouvoir finalement garder en fait l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans l'adaptation. C'est assez compliqué puisque rien que le terme adapter signifie littéralement rendre apte. Et rendre apte, c'est logiquement en fait faire des modifications qui vont d'une part être motivées par le changement d'un genre à l'autre, puisque là on va passer du genre littéraire au genre cinématographique, donc ça va nécessairement supposer des modifications. Et aussi, comme le cinéma, comme la littérature est une forme d'art qui donc nécessite une liberté artistique pour pouvoir perdurer et pour pouvoir donner lieu à un bon film. Donc la liberté artistique d'un côté et les changements qui sont motivés par le genre de l'autre vont faire que finalement le film va nécessairement devoir s'éloigner du livre. Je vais juste vous exposer un petit exemple qui va vous permettre de comprendre que des fois, c'est vraiment le message de l'auteur qui doit être modifié dans le film pour ces raisons-là et d'autres raisons qu'on évoquera par la suite. Donc il s'agissait du livre Le Magasin des Suicides, qui a été un livre écrit par Jean Telet et qui a été adapté au cinéma par Patrick Lecomte. Dans ce livre, en fait, on avait une famille qui évoluait dans un univers très morbide, très morose, et qui avait pour business un magasin qui vendait des outils pour se suicider. Je suis désolée, mais je dois vous spoiler la fin. C'est pour que vous compreniez l'exemple. Donc à la fin du livre, en fait, oui, parce qu'en fait, il y a un enfant qui naît dans cette famille, qui va incarner la joie de vivre et modifier du coup l'esprit très morose qui prévalait. Mais cet enfant décède à la fin du livre. Par contre, dans le film, l'enfant survit. Donc c'est vraiment pour vous montrer que le message de l'auteur est complètement différent. Il n'est pas du tout intact en fait dans le film, puisque le film va se finir sur une note beaucoup plus positive, parce qu'on estime qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment montrer au cinéma. Le problème, c'est que des fois, cette distance qui va s'instaurer entre l'œuvre originelle et l'œuvre adaptée peut être attentatoire au droit moral. Et donc, je me suis posé la question de savoir finalement quels sont les outils qui s'offrent à l'auteur pour pouvoir protéger le message de son œuvre. Donc pour comprendre ça, il faut s'intéresser à deux contrats qui vont avoir lieu dans le cadre de la cession des droits de l'auteur. Donc premier contrat, c'est le contrat d'édition. Et oui, parce que dès l'époque du contrat d'édition, la question de la cession des droits d'adaptation va se poser. Alors, en apparence, on a l'impression que l'auteur est plutôt libre de céder ou non ses droits d'adaptation, puisque en droit français, la liberté contractuelle contient également la liberté de ne pas contracter, et donc il peut tout à fait décider de garder ses droits d'adaptation en principe. Et d'ailleurs, il est fortement recommandé à l'auteur de réfléchir grandement à cette cession, puisque vous allez voir que par la suite, la cession comporte beaucoup de risques. Donc il faut qu'il mène une réflexion précontractuelle avant de céder ses droits. Le problème, c'est qu'il est influencé par plusieurs éléments. Tout d'abord par l'aspect financier, puisque s'il décide de céder ses droits d'adaptation et que son livre est adapté, il va être associé au résultat de l'exploitation du film de manière proportionnelle. Et aussi, il va pouvoir avoir des retombées financières sur la vente de ses livres qui va peut-être augmenter et acquérir une notoriété plus importante. Il faut faire attention de ne pas céder ses droits uniquement pour ça, puisqu'il y a pas mal de fois où finalement le film n'a pas d'impact en fait sur la vente du livre. Donc ça c'est très important à retenir. Et
Et il est également influencé par l'éditeur parce que c'est le travail de l'éditeur en fait de se voir céder un maximum de droits pour pouvoir ensuite décider ce qui sera adaptable ou non. Je vous donne l'exemple du livre de Jean-Dominique Bauby qui était tétraplégique et ne pouvait bouger qu'une seule paupière. Donc dans le livre en fait il raconte plutôt son état d'esprit et ses émotions et de base, ce livre ne semblait pas forcément adaptable. Pour autant, il a eu un grand succès au cinéma, le film a été un succès. Donc, par sécurité, l'éditeur préfère se voir céder un maximum de droits. Et il y a même d'ailleurs des éditeurs qui refusent d'éditer le livre s'ils ne se voient pas céder les droits d'adaptation, puisqu'ils considèrent en fait que ça fait partie de la vie d'un ouvrage. Donc ça, c'est très important à noter pour comprendre que les auteurs sont souvent tentés de céder leurs droits. Parce qu'en fait, et aussi c'est une vraie chance pour eux, puisqu'il y a très peu en fait d'auteurs qui vont être adaptés au cinéma. Parmi les nombreux livres qui sortent chaque année, il y en a seulement un pourcentage très faible qui est adapté. Donc la loi, sachant ça, en fait se méfie grandement de ces cessions, puisqu'elle sait que souvent les auteurs vont être déçus des adaptations et qu'on va le voir plus tard, ils n'ont pas vraiment beaucoup de levier ensuite pour se défendre. Donc pour pouvoir permettre à l'auteur de réfléchir en amont, elle impose un formalisme qui est assez inhabituel. En effet, en droit français, la règle de principe, c'est le consensualisme. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait conclure un contrat sans prévoir d'écrit, juste par un accord de volonté. Vous aurez besoin d'un écrit ensuite pour pouvoir prouver que vous avez conclu ce contrat. Mais le contrat n'en est pas moins valable s'il a été conclu à l'oral. Par contre, pour certains types de cessions que la loi estime dangereuses, elle prévoit un écrit obligatoire, et c'est le cas pour la cession des droits d'adaptation cinématographique, qui va devoir faire l'objet non seulement d'un écrit, mais aussi d'un document distinct. C'est-à-dire que la cession ne peut pas être inclue dans le contrat d'édition, elle va devoir être conclue sur un document distinct. Donc là, on voit vraiment que la loi cherche à protéger l'auteur qu'elle considère, de manière traditionnelle en droit de la propriété littéraire et artistique, comme la partie faible. Le problème, c'est que malheureusement, ça ne suffit pas forcément pour faire réfléchir l'auteur à la portée de cette cession, puisque souvent, il va voir ça simplement comme un document distinct à signer, mais comme un papier de plus finalement à signer pour pouvoir faire éditer son livre. Il faut savoir que la loi prévoit aussi l'interprétation stricte des droits cédés, donc c'est-à-dire que si l'auteur cède par exemple son droit d'adaptation cinématographique, ça ne veut pas dire qu'on pourra aussi l'adapter à la télé, etc. Donc là, le contrat va toujours être interprété strictement et en faveur de l'auteur. Donc ça, c'est très important à savoir. Ensuite, on a un deuxième contrat, donc, qui va être conclu cette fois-ci avec le producteur. Une fois que l'auteur a décidé de céder ses droits d'adaptation, le travail de l'éditeur, c'est d'essayer de trouver un producteur qui va être apte à adapter ce livre. Son travail, c'est simplement une obligation de mise en valeur du droit et c'est une obligation de moyens, donc il ne peut pas garantir à l'auteur qu'il va pouvoir trouver un producteur. Mais vous allez voir que cette session, elle est gouvernée par une grande dose d'incertitude quant à la réalisation même de l'œuvre audiovisuelle. Puisque si l'éditeur a trouvé un producteur qui est intéressé pour adapter ce livre, ensuite on va conclure une promesse unilatérale de cession. Ça va permettre en fait au producteur de chercher des financiers, de chercher une équipe artistique et de voir plus en détail si ce livre est adaptable. Le problème, c'est qu'en fait, les termes du contrat sont déjà fixés au moment de la promesse unilatérale de cession, et ensuite, on aura peu de marge de manœuvre pour les modifier. Alors que pourtant, au moment où on conclut cette promesse, en fait, on ne sait rien du film qui va advenir, puisqu'on ne sait pas qui sera le réalisateur, on ne sait pas on ne connaît personne de l'équipe artistique. Et donc, c'est pour ça qu'il existe une forte dose d'incertitude, d'autant plus que au final, il y a seulement un tiers des options qui sont levées par les producteurs, et donc ça veut dire que dans 2 tiers des cas, finalement, le film ne sera pas adapté. Le livre, pardon, ne sera pas adapté. Donc vous voyez qu'il existe un manque de prévisibilité extrême concernant la réalisation même de l'œuvre dérivée. Ensuite, il existe aussi un manque de prévisibilité quant à la fidélité de cette œuvre au livre. Puisque du coup, comme je vous le disais, le producteur va devoir s'entourer de financiers et d'une équipe artistique. Donc les financiers, ça va être les chaînes de télévision et les distributeurs qui veulent tous avoir un droit de regard en fait sur ce qui va se passer dans le film, puisque eux en fait ce qu'ils veulent c'est avoir un film qui va plaire au public, et donc pour plaire au public il faut se conformer à certains codes, prendre certains acteurs, etc. Donc on a
on a le nombre d'interlocuteurs en fait qui va beaucoup jouer sur la fidélité du film au livre, puisque chacun va avoir son point de vue. Et c'est la même chose d'ailleurs pour l'équipe artistique, puisque on va avoir le réalisateur, le scénariste, qui ont tous deux un rôle très important à jouer en termes de fidélité et qui ont aussi envie d'utiliser leur liberté artistique pour faire un beau film. Et c'est la même chose pour les acteurs qui sont des artistes-interprètes et donc eux aussi ont leur marge de manœuvre pour interpréter le rôle. Donc pour pouvoir, pour que l'auteur se prépare à tous ces changements qui vont advenir du fait donc, des différents protagonistes qui vont participer au film, il faut vraiment qu'il soit préparé par l'éditeur et si possible que le producteur soit choisi à intuitu personae, ça veut dire vraiment pour sa vision à lui et qu'il ne puisse pas ensuite céder ses droits à un autre producteur, céder son contrat à un autre producteur. Et ce qui est intéressant, c'est de proposer à l'auteur de co-signer le contrat de cession au producteur pour qu'il soit vraiment impliqué dans le projet. Ensuite, on va voir qu'il existe plusieurs moyens, il existe surtout un moyen d'encadrer contractuellement les modifications qui pourront être faites par rapport au livre. C'est assez paradoxal puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit moral de l'auteur normalement est inaliénable, ça veut dire que en fait l'auteur ne peut pas céder son droit moral. Donc du coup normalement il ne devrait pas avoir à l'encadrer contractuellement pour pouvoir ensuite l'invoquer en justice. Le problème c'est qu'on ne sait pas réellement pour chaque auteur ce qui constitue son message, la substance de l'œuvre et donc ce qui participe du respect de cette œuvre. Donc en fait c'est quand même conseillé de définir dans le contrat ce qui est vraiment indispensable pour l'auteur et ce qu'il considère comme est-ce qu'il considérerait comme une atteinte à son respect, à son droit moral, pour pouvoir faciliter ensuite le travail des juges. Donc il y a plusieurs clauses qui peuvent être instaurées dans le contrat. Il ne faut pas que ce soit des clauses de style, il faut vraiment que ce soit des clauses très précises pour que l'auteur définisse clairement l'esprit de son œuvre. Il peut par exemple décrire ce qui pourra être modifié ou non, il peut aussi pouvoir instaurer des contraintes philosophiques, morales ou artistiques. Et de manière encore plus marquée, il peut demander à exercer une influence sur l'adaptation. Donc par exemple en donnant un avis préalable à certains changements ou à demander à ce que des changements soient justifiés. Par exemple, des fois, on va changer un personnage homme pour mettre un personnage femme, pour accentuer sa sensibilité à l'écran, qu'on ne peut pas forcément décrire comme dans un livre. Ensuite, l'auteur peut également demander à coécrire le scénario. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'il y a des auteurs qui ont coécrit le scénario de l'adaptation de leur livre, notamment l'auteur Arnaud Catherine qui a écrit La rue de Midland et qui déclare sur son site internet qu'il a dû trahir le livre pour lui rester fidèle à l'écran. Je trouve que cette phrase est vraiment... C'est vraiment la définition même de ce qu'est l'adaptation en fait. Ensuite, l'auteur peut demander à être relecteur ou consultant du scénario, non pas pour le censurer, mais pour vraiment pouvoir se préparer au résultat final et ne pas être choqué par ce résultat. Et il peut aussi par exemple, négocier le choix du réalisateur d'un commun accord avec le producteur pour pouvoir avoir un droit de regard sur le réalisateur. Et pareil pour le choix des acteurs, sachant qu'on sera plus apte à lui laisser le choix des acteurs quand il s'agit d'un récit, notamment si c'est par exemple une autobiographie, pour qu'il puisse choisir l'acteur qui va l'incarner à l'écran. Le problème, c'est que ces clauses, en fait, vont être surtout négociables en fonction de la notoriété de l'auteur. C'est-à-dire que si l'auteur n'est pas du tout connu, il ne va pas pouvoir réussir à négocier, d'avoir autant de poids dans la réalisation du film. Et donc, il va souvent se sentir exclu et choqué du résultat final. C'est pour ça que, encore une fois, il faut que l'éditeur le prépare. D'autant plus que si l'auteur veut mettre trop de contraintes, veut instaurer trop de contraintes, en fait... souvent le projet va être abandonné parce que le producteur ne peut pas se permettre d'avoir autant de contraintes dès le début du projet. Ensuite, il faut faire attention puisque, à l'inverse, il existe des auteurs qui sont tellement contents de voir leur livre adapté au cinéma qu'ils vont finalement consentir des libertés aux producteurs qui équivalent presque à un abandon de leur droit moral au respect de l'œuvre. Et donc, comme je vous le rappelle, ce droit est inaliénable, donc ils ne peuvent pas l'abandonner, ils ne peuvent pas le céder. Pour protéger l'auteur contre ces
contre ces débordements, les tribunaux peuvent faire annuler le contrat. Mais sachez que ça arrive assez rarement puisque ça suppose quand même que l'éditeur eh bien, intente une action contre le producteur et ça arrive rarement puisque c'est quand même des sommes très importantes qui sont en jeu lorsqu'un film est en cours. Ensuite, sachez qu'aux États-Unis, le droit moral n'existe pas et du coup, l'auteur sera obligé en fait de signer un contrat qui va être gouverné par la loi américaine et qui va être soumis aux juridictions américaines. Et donc, on va souvent lui faire signer un contrat qui contient une clause dans laquelle il s'engage à abandonner son so-called droit moral et donc il ne disposera plus d'aucun droit en fait sur son livre puisque, puisque même le levier du droit moral en fait il n'en dispose plus. Et c'est notamment le cas de Marc Lévy, qui a accepté de voir adapter son œuvre Et si c'était vrai par Steven Spielberg, et donc il a abandonné son droit moral, qu'il ne pouvait plus invoquer par la suite, alors même qu'il a été très déçu de l'adaptation de son œuvre, sur laquelle il n'a pas du tout eu son mot à dire. Voilà, donc ça c'était pour les premiers axes de réflexion qui concernent toute la partie contractuelle. Et dans une seconde vidéo, je vous exposerai les moyens judiciaires de faire protéger son droit moral si malgré les clauses et malgré la négociation, etc., l'auteur n'a pas réussi à... Enfin, l'auteur a été déçu du livre, voire même choqué, voire même... voilà. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples où les auteurs ont été vraiment très 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 choqués du résultat. Et donc, il y a quelques moyens judiciaires qui s'offrent à eux, même s'ils sont également compliqués à mettre en œuvre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous expliquerai ça du coup dans une seconde vidéo. Merci beaucoup.